Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire qui portera sur la coopération entre structures culturelles. Je suis Cécilia Bassi, responsable du pôle accompagnement, et je suis accompagnée ce matin dans l'animation de ce temps par Aurélia Bravo, chargée de mission au pôle accompagnement et développement d'affaires. Et un mot sur la CRES Île-de-France, une association qui a comme but la promotion et le développement de l'économie sociale et solidaire à l'échelle régionale, et notamment via la commission accompagnement qui est présidée par les canons, la Fédération d'entreprises d'insertion et Résilience by WeShare. On anime l'écosystème de l'accompagnement et du financement OSS. Cette année, la commission a décidé de concentrer ses travaux sur la coopération comme outil de relance et d'opportunité des développements, d'où donc l'organisation de ce webinaire. Et c'est lui qui va avoir lieu le 7 juillet sur la coopération dans l'organisation d'un événement éco-responsable. Et on travaille aussi sur l'organisation de la 3e rencontre de l'accompagnement et du financement qui aura lieu en novembre 2021. Pour entrer donc dans le vif du sujet, comme on le sait, les structures culturelles ont été très touchées par la crise sanitaire, et dans ces contextes, il y a eu un renforcement de coopération et des liens entre les différentes structures. Donc, d'où l'idée de créer ce temps de présentation et d'échange pour permettre aux acteurs et aux actrices qui portent ces coopérations de nous les présenter, mais aussi de nous expliquer les freins et les leviers de ces coopérations, et aussi de comment elles fonctionnent en tant qu'outil de relance et d'outil de pérennisation des nouvelles opportunités de développement. Alors, l'ouverture de ce webinaire, elle sera réalisée par Luc Delarmina d'Opal, le Centre de ressources culture et économie sociale et solidaire, Gaël Ferval de l'UFISC, Union fédérale d'intervention des structures culturelles, Florian Auvinet du RIF, Réseau des musiques actuelles d'Île-de-France. Et cette intervention, elle nous permettra de dresser un panorama des coopérations qui existent entre acteurs culturels de l'USS et de celles qui ont émergé avec la crise sanitaire. Il sera suivi de plusieurs témoignages qui nous permettront d'aborder différents aspects de la coopération. Une première partie sera plutôt dédiée à des retours d'expérience sur des coopérations entre structures culturelles qui se sont faites en lien avec les collectivités. Nous aurons donc une première intervention de Rémi Jacot du 6B qui nous parlera de Pocommon, qui est un projet de mutualisation entre tiers-lieux culturels implantés sur le territoire de Plaine Commune. Puis le témoignage de Madame Alexis Lorca, adjointe au maire de Montreuil et déléguée à la culture et à l'éducation populaire. La seconde partie de ce webinaire, elle sera plutôt dédiée à l'accompagnement à la coopération, avec un témoignage croisé entre William Astre, coprésident du RAVIV, Réseau des arts vivants en Île-de-France, et Vincent Quinton, chargé de mission chez Projet 19, qui porte le dispositif local d'accompagnement sur Paris. Cédric Dupas et Lucas Vionnet, mes collègues du pôle développement d'affaires de la CRES, nous ferons ensuite une présentation d'un événement que nous organisons en octobre et dont l'objectif est d'accompagner et de développer les coopérations économiques dans le cadre des réponses aux marchés publics liés aux Jeux Olympiques 2024. Je laisse donc la parole à Gaël. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. On aura bien sûr l'occasion de les faire remonter aux intervenants, et on a prévu un temps d'échange pour à la fin du webinaire. Gaël, je te laisse donc la parole. Excusez-moi, j'ai commencé sans micro. Bonjour. Alors, une toute petite parenthèse juste pour vous dire d'où je parle. Moi, je suis Gaël Ferval, je travaille donc à l'UFISC en tant que chargée de communication et de projet. L'UFISC, c'est l'Union fédérale des structures culturelles qui réunit 17 associations, fédérations, réseaux et syndicats artistiques et culturels qui se reconnaissent de l'ESS. Ces structures sont réunies autour du manifeste pour une autre économie de l'art et de la culture et des valeurs de diversité culturelle, de défense des droits culturels, de co-construction d'action publique et justement de coopération. La coopération, pour nous, c'est vraiment une des matrices de notre fonctionnement, et on essaie de la mettre en acte
dans le cadre des démarches que nous menons. Alors en ce moment, par exemple, autour des droits culturels, de la thématique culture et ruralité, et justement aussi la coopération dans le cadre d'un Erasmus+, dont l'objectif, c'est l'échange de bonnes pratiques entre les structures participantes qui sont issues de plusieurs autres pays d'Europe. Alors là, je vais essayer de vous apporter quelques éléments de définition. On va aller un petit peu vite sur ce point. Pourquoi c'est important? Parce que la coopération, elle est vraiment multiforme. Il y a beaucoup d'impensés et en même temps, c'est important d'essayer de l'identifier parce qu'elle nécessite souvent d'être accompagnée, voilà, d'être identifiée et accompagnée. Ça produit du sens, ça produit souvent de l'utilité sociale, mais encore faut-il effectivement pouvoir l'avoir. Alors la coopération, c'est vraiment quelque chose de très processuel, c'est une relation et qui demande d'avoir a priori des postures de bienveillance. Ça s'oppose à la concurrence et au conflit. Et une des autres caractéristiques de la coopération, c'est qu'on conduit un objectif commun ensemble. Donc on travaille ensemble pour un objectif commun ou en tout cas une communauté d'objectifs. La coopération, ça implique la collaboration, mais on peut tout à fait collaborer, c'est-à-dire travailler ensemble sans pour autant coopérer. L'autre dimension indispensable à la coopération, c'est la réciprocité. La notion de coopération, ça implique aussi l'idée de réciprocité, mais aussi de mutualité. On est vraiment dans le partage. Collaborer, c'est travailler ensemble, et c'est des parties individuelles qui contribuent à un produit final sur une exécution commune, tandis que coopérer, c'est vraiment travailler intelligemment, partager ensemble dans un certain but. Et ça nécessite de se mettre d'accord et ça nécessite de mettre en place cette coopération. Alors, je vais passer ensuite sur les conditions de la coopération telles qu'elles ont été identifiées par un professeur de sciences politiques qui s'appelle Axelrod, qui a beaucoup travaillé sur la coopération. Et du coup, qui nous parle de... Alors, on est bien avant dans les slides, qui nous parle des conditions, des prérequis pour la coopération. Alors, les prérequis pour mettre en place la coopération, ça va être la bienveillance. Alors, je ne suis toujours pas dessus, excuse-moi, Cécilia, si tu peux revenir peut-être un peu après. Ah oui, tu n'as pas eu le dernier PowerPoint que je t'ai envoyé, effectivement. J'avais remis peut-être les slides dans l'ordre, mais ce n'est pas grave, je vais faire sans. Du coup, alors Axelrod, lui, il définit plusieurs cadres pour la coopération. C'est la bienveillance comme levier, donc c'est la confiance a priori, la réciprocité, comme je le disais, et la susceptibilité qui est plus à prendre à entendre sous la forme de la vigilance, c'est-à-dire la capacité pour chacun de pouvoir pointer des endroits d'inconfort pour dépasser les fantasmes et réussir à travailler ensemble. Et puis, il y a aussi la tolérance. Alors, outre ces conditions de la coopération, on peut aller un petit peu plus loin. On peut se dire que pour mettre en place la coopération, il faut d'abord définir des objectifs communs, préciser des objectifs, des ambitions, préciser les enjeux. Il y a plusieurs niveaux d'engagement qui sont à évaluer, à calculer, à voir ensemble. Donc, la coopération, c'est vraiment processuel et ça s'inscrit dans un temps long avec des conflictualités à ne pas ignorer, à bien identifier. Il faut avoir conscience des limites et des besoins de chacun. Il faut pouvoir définir, redéfinir les rôles de chacun dans le groupe. Il faut pouvoir analyser la complexité des rapports interpersonnels. Et puis, il faut être prêt aussi à un certain nombre d'évolutions, puisque la coopération, ça va créer aussi des interrogations, des questionnements, notamment, par exemple, vers de nouvelles formes de gouvernance ou d'autres enjeux qui peuvent impacter le fonctionnement de chacun. Alors, c'est du coup quelque chose d'assez long. Axelrod, il nous dit que l'intermination de la durée des échanges est essentielle. Donc, il faut vraiment que ça s'installe dans un temps long. Et puis, une des autres causes de l'échec, en plus de vouloir aller trop vite, c'est aussi évidemment l'individualité, le désir d'asseoir sa renommée, le fait effectivement d'être davantage dans la compétition que dans la coopération, qui sont évidemment de valeurs antinomiques. Alors,
c'est vraiment un parcours, une démarche. Pourquoi est-ce que si ce n'est pas si facile à mettre en place, c'est important pour autant de tendre vers là? Alors, c'est une valeur essentielle de l'ESS, mais c'est surtout parce que ça permet de se remettre en question. Ça produit de l'intelligence collective, un partage de compétences. Ça produit de la responsabilité aussi collective, parce que ça oblige à repenser la construction de la décision. Ça participe à la progression des personnes. Et c'est surtout aussi un cadre très structurant et un levier d'accompagnement. Voilà pour les conditions de la coopération. Alors, la coopération, ça répond à un certain nombre dans le secteur culturel, en tout cas, un certain nombre d'enjeux. Et puis, il y a un certain nombre de contextes aussi qui ont permis une nouvelle dimension, en tout cas de nouvelles explorations de la coopération dans ce champ culturel et artistique. D'abord, il y a une tension sur les modèles économiques, évidemment qu'un contexte économique un peu contraint peut permettre de repenser des formes de coopération qui peuvent aussi prendre au début la forme de mutualisation, par exemple, et qui peuvent ensuite tendre vers des coopérations de projets, des coopérations en termes de services mutualisés, d'autres types de coopération comme ça. Il y a des évolutions de l'action publique avec la révision générale des politiques publiques et la modernisation de l'action publique qui portent des objectifs de coopération territoriale. On peut parler d'un paysage culturel atomisé avec des pratiques artistiques qui sont en forte augmentation, une vraie professionnalisation du secteur et malgré tout, de plus en plus de structures et d'équipements pour un volume d'emploi à peu près identique. Ça participe à cette atomisation du paysage culturel et dans ces cas-là, la coopération est aussi une réponse pour mieux structurer et pour créer des espaces de structuration plus forts. Il y a une relation au territoire qui est de plus en plus développée, avec des logiques d'ancrage à l'échelle des bassins de vie. Il y a des politiques de développement local qui se mettent de plus en plus en place et on rentre dans une relation au territoire où la réciprocité est importante. Et puis, il y a les enjeux croisés d'emploi, de politique culturelle, d'économie solidaire. La coopération dans le secteur culturel, on peut la définir comme étant une volonté de créer des espaces socio-économiques plus justes et plus équitables, en tout cas dans notre tiers secteur. Les pratiques de coopération, elles se développent vraiment au début des années 2000. Il y a une revendication du sens et de la valeur et ça permet de dépasser les logiques de concurrence et de marchandisation. Je vais aller très vite là-dessus parce que c'est tout ce qu'on a un petit peu dit. Peut-être qu'il y a des nouveaux types de pratiques au niveau numérique aussi qui permettent de renforcer la coopération ou d'en inventer de nouvelles formes. La coopération, elle peut être à différents niveaux, c'est-à-dire que dans les positionnements le plus souvent observés dans le secteur culturel, on va avoir la coopération sur la structuration d'une filière, des coopérations économiques avec toutes les structures coopératives de l'ESS qu'on connaît bien, et des positionnements au niveau du développement local. Alors, je ferai un tout petit focus, vraiment pas longtemps, juste pour vous indiquer que ça existe sur la coopération territoriale et un certain nombre de schémas de concertation qui se mettent en place, mais j'y reviendrai. Et Luc, quand il parlera de l'étude, va aller un petit peu plus loin aussi là-dessus. Bon, il y a 3 natures de coopération observées qui peuvent se conjuguer. Donc, une coopération technique, ça va être de la mutualisation de moyens. Par exemple, l'UFISC met en place une coopération à l'échelle de la Maison des Réseaux, qui est un lieu mutualisé. C'est une mutualisation de services, mais qu'on a amené vers la création d'un pôle de coopération et d'accompagnement plus fort. Donc, cette coopération technique, elle peut évoluer et elle peut se conjuguer avec d'autres formes de coopération, qui sont des coopérations de projet ou d'activité, et des coopérations très stratégiques qui vont être davantage sur des enjeux de création d'entreprises, de nouvelles activités, etc. Je vais aller très vite parce que je vois qu'il est déjà 10h17 et je vais laisser la place à Luc. Alors peut-être juste, oui, effectivement, ce petit focus sur la concertation territoriale ont été mis en place dans les musiques actuelles
par la FEDELIMA notamment, les SOLIMA. Les SOLIMA, c'est les schémas d'orientation de développement des lieux de musique actuels. Alors aujourd'hui, il n'y a pas que les SOLIMA, il y a des schémas d'orientation de développement pour les arts de la rue, pour le cirque, pour les arts visuels et plastiques. Et ça sous-entend de faire de la coopération à l'échelle d'un territoire, de mettre toutes les personnes autour de la table, alors tout l'écosystème, c'est-à-dire d'avoir des représentants des gros équipements labellisés, d'avoir aussi des représentants des petites associations qui font vivre le territoire et qui font de l'action artistique, et de partir d'un prérequis de bienveillance et une forme d'échange non descendant, non hiérarchique, et de rentrer dans un dialogue sur une durée effectivement très longue, avec des objectifs qui peuvent être déjà définis ou à définir ensemble, et pour mettre en place un projet de territoire ou simplement de favoriser les coopérations entre les acteurs. Alors, je vous mettrai toutes les ressources. Il y a un Vademecum qui est publié sur le site du ministère de la Culture, et le FISC et ses membres travaillent à un état des lieux de tous ces schémas d'orientation qui sont en place. On pense beaucoup à la coopération entre les personnes, entre les structures ou dans des formes statutaires de l'ESS. On a tendance à moins penser la coopération à une échelle territoriale, et pourtant elle existe et elle doit être également accompagnée. Voilà, et je vais laisser la parole à Luc qui va nous parler de l'enquête nationale sur les associations employeuses et des nouvelles formes de coopération, ou pas, mais en tout cas de ce qui est ressorti sur la coopération entre les structures dans cette étude. Désolé. Merci Gaëlle. Oui, je vais. Bonjour à tout le monde. Je vais essayer quand même d'être assez rapide, mais du coup de faire peut-être un petit pas de côté sur la coopération, parce que souvent la coopération dans l'économie sociale et solidaire, elle est définie plutôt par l'économie sociale et plutôt par rapport à la production et à l'organisation du travail. C'est-à-dire maîtriser son outil de travail. Même si dans les associations, bien sûr, on maîtrise aussi son outil de travail, et ça va être l'objet des interventions peut-être aussi des autres. Mais néanmoins, on a des formes aussi de coopération qu'on a voulu élargir dans notre enquête sur les associations culturelles employeuses. Bon, juste pour se rappeler, à titre de rappel, Opal, on est plutôt un centre de ressources spécialisé, on va dire, sur culture et associations culturelles, et donc plus largement, on va dire, culture et économie sociale et solidaire. Et on a une mission de centre de ressources culture pour le dispositif local d'accompagnement en lien avec l'UFISC et la COFAC. Hein, donc ça représente, je ne sais pas, 40-45 fédérations voilà, avec lesquelles on copilote cette mission de centre de ressources. Sur le secteur de l'économie sociale et solidaire dans la culture, c'est vrai qu'on parle plus souvent des associations, tout simplement parce que les SCOP et les SIC sont peu nombreuses, on va dire. Je pense qu'elles sont de l'ordre de 200 ou 300. Mais voilà, c'est un peu différent dans le secteur associatif, puisqu'on a 350 000 associations culturelles, donc une augmentation de 30% en 10 ans, hein, et 40 000 associations employeuses. Il y en avait 30 000 il y a une dizaine d'années, il y en a 40 000 maintenant. Donc c'est, voilà, j'allais dire un secteur, un champ en tout cas qui augmente énormément. Et donc là, dans cette dernière... Je vous la mets parce que je ne vais pas non plus trop développer sur cette enquête. Dans cette enquête, on s'est inspiré d'un travail qu'on avait fait entre autres à Pleine Commune avec le CISB, Main d'œuvre, Villa Médicis, et puis je ne me rappelle plus l'autre. Bref, un troisième lieu. Bon, différents lieux qui sont eux-mêmes des lieux de coopération, hein, et qui réunissent un certain nombre d'acteurs culturels et dans lesquels ils mutualisent beaucoup de choses. On était parti de l'idée que ce n'était pas justement évident de montrer la coopération dans un sens, j'allais dire peut-être économie sociale, comme je le disais tout à l'heure. C'était plus difficile à expliquer aussi aux élus, aux autres acteurs du territoire. Donc, on a essayé de mesurer tout ce qui est
tous les partenariats qu'avaient les structures et aussi tout ce qu'elles pouvaient faire d'informel sur le territoire. Et on est reparti de ce questionnement dans notre enquête nationale sur les associations culturelles. Donc voilà, je voulais juste vous dire 2 mots sur ces résultats-là. Peut-être passer l'autre diapo avec les petits tableaux. Voilà, bon, je ne sais pas si vous voyez très bien. Voilà, je ne sais pas si. Alors, attendez, hop, je vais plutôt mettre. Parce que moi, je ne vois rien. Voilà, donc bon, on insistait sur le partenariat de ces associations culturelles, déjà en rappelant, mais j'ouvre peut-être des portes ouvertes, hein, que plus de la moitié interviennent quand même sur leur territoire local, donc la commune, et sont soutenus en grande majorité par leur collectivité locale, que ce soit la ville ou la communauté, la collectivité locale au sens large, l'agglo, etc. Donc, bon, il est logique que leur premier partenariat se déploie vraiment sur ce territoire-là. Et donc là, on a demandé en fait à chacun en fait s'ils avaient quel type de partenariat ils avaient. Et donc, voilà, les résultats sont quand même là, c'est-à-dire que 83% ont des partenaires d'action dans le secteur culturel, mais aussi dans le secteur éducatif, dans l'éducation populaire, hein, on le voit aussi un peu moins des 2 tiers, dans le secteur sanitaire ou médico-social, on va dire, et dans le secteur social proprement dit. Voilà, donc une diversité en fait de partenariats sur le territoire qui soit est contractualisé, hein, je veux dire par des conventions ou autres, ou de manière plus informelle ou plus ponctuelle, mais en tout cas un nombre vraiment de partenariats, de coopération sur le territoire qui montrent leur inscription territoriale. Et c'est peut-être là, sur cet espace-là, qu'on trouve le plus j'allais dire que se déploient de manière plus fine les partenariats. Ce qui est intéressant pour nous en termes d'accompagnement, c'est de voir, quand on parle de coopération, là où c'est intéressant justement de travailler. Comment on peut aider ces associations qui sont, comme l'a rappelé Gaëlle, très atomisées, très différentes les unes des autres. Comment collectivités, dispositifs d'accompagnement, lieux ressources, comment on peut les aider au mieux justement pour travailler sur ces coopérations, parce que parfois on parle de changement d'échelle, et quand on parle de changement d'échelle, on a une vision, je trouve, très souvent très capitaliste des choses, c'est-à-dire faut grossir, et donc c'est ce que montre d'ailleurs aussi cette enquête, c'est des phénomènes de concentration qui sont parfois pas très innovants en fait, et quand on parle d'innovation sociale, c'est pas l'innovation sociale dans un secteur très atomisé comme ça, mais qui fait la part belle justement à la solidarité, à la réciprocité. Peut-être que ce changement d'échelle, il est plus à voir dans ces coopérations, comment on soutient ces coopérations multiples et assez hybrides sans pour autant fusionner, même si parfois voilà, il est nécessaire de s'allier, de se réunir pour être un peu plus solide, mais voilà, il y a peut-être un peu des limites à ça. La deuxième forme dont je voulais vous parler, c'est les formes de mutualisation. Donc, c'est vrai que dans la mutualisation sur les associations, même au sens large, là, je vous parle du secteur culturel, mais je pense qu'au sens large, l'enquête de Viviane Tchernenok et Proutot le confirme. Mais là, on a essayé de voir comment travailler les gens en partage régulier d'informations et de connaissances. Donc là, on voit que c'est quelque chose une forme de mutualisation qui est très importante. Le partage ou le prêt régulier de matériel, hein, à plus de 50%. Le partage de locaux, donc à un peu moins de 50%. Et après aussi des corrélisations sur des projets importants, hein. Donc là, sur ces 4 données, partage régulier d'informations, prêt de matériel, partage de locaux ou corrélisation de projets importants, on s'aperçoit qu'effectivement, cette mutualisation existe. Alors, elle n'est peut-être pas sous des formes peut-être habituelles, hein, et encore une fois, peut-être plus ponctuelles, mais en attendant, c'est peut-être sur ces formes-là qu'il faut aider et accompagner. Bon, c'est ce qui se fait aussi en partie, mais en tout cas, c'est peut-être plus là-dessus qu'il faut insister. Par contre, c'est vrai que là où on a été étonné, c'est sur l'emploi partagé.
On voit que 13,6% pratiquent ça. Et c'est vrai que c'est peut-être là où on a peut-être des efforts à faire, en tout cas nous en tant qu'accompagnants ou collectivités locales, parce qu'on sait qu'on est sur un secteur où le champ associatif de la culture réunit un petit peu moins de la moitié de l'ensemble des salariés du secteur culturel quand on met les industries, les institutions. Hein. C'est près de 300 000 personnes qui travaillent et c'est vrai qu'il n'y a qu'un tiers de CDI. Et donc, les deux autres tiers sont des formes plus précaires, CDD, CDDU, bon, vous connaissez les artistes, les techniciens, mais aussi des indépendants. Et donc, c'est peut-être là, on a un champ de travail, en tout cas très important, sur justement comment on renforce ces emplois précaires, comment on travaille plus sur de la mutualisation. Et là, j'avoue qu'on est voilà, il me semble qu'on est encore un peu faible là-dessus et qu'il reste quand même du travail. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est sur les réseaux. Il y a une dizaine d'années, il y avait un peu plus de 50% des associations qui déclaraient être dans une fédération, une organisation professionnelle. Et là, c'est plus de 66%. Et ce qui est assez étonnant, mais alors j'avoue qu'il y a 10 ans, on n'avait pas compté le nombre de réseaux, mais là, cette année, on a compté, il y a un an, on a compté tous ces réseaux et on est à plus de 400 réseaux. Donc, on a commencé à creuser qui étaient ces réseaux, au-delà des fédérations et des organisations professionnelles. Et on s'aperçoit que justement, sur les territoires, c'est ce qui nous sera présenté tout à l'heure sur Plenco, mais c'est vrai qu'on a des espèces de micro-réseaux de 3, 4, 5, 10 lieux, 10 associations culturelles qui en fait coopèrent sur un territoire. Et il y a énormément de réseaux qui apparaissent qui sont en fait des réseaux tout simplement de coopération sur un territoire. Et d'où cette augmentation quand même très importante, mais aussi, j'allais dire, une des raisons aussi d'accompagnement et de renforcement de ces coopérations sur les territoires qui prend corps en fait tout simplement sur les territoires qui existent et c'est plutôt des formes de coopération, j'allais dire, à renforcer, à accompagner comme ça se fait, j'allais dire de poursuivre sur ce modèle-là. Voilà, je m'arrête là parce que sans ça, je vais être beaucoup trop long. Mais voilà, sur ces formes de coopération qui sont, j'allais dire, intéressantes parce qu'en en fait, elles sont beaucoup plus souples, beaucoup plus hybrides que parfois les notions de coopération qu'on aborde habituellement. Et surtout sur des territoires, des formes de coopération entre plusieurs associations qui sont vraiment en train de se déployer de manière assez forte. Voilà. Merci beaucoup Gaël et Luc. Je ne sais pas si Florian, tu souhaites ajouter quelques éléments. Vraiment, je vais me faire très, très rapide parce que je sais que le temps nous est compté. Je crois que Rémi qui enchaîne ne peut pas rester trop longtemps ensuite. Mais du coup, je pourrais rebondir aussi plus tard. Peut-être juste pour prolonger le propos de Luc, je travaille pour un des réseaux membres de l'UFIS, qui est le RIF, donc le réseau francilien des structures de musique actuelle. Et ce que présente Luc, en fait, nous, on le vérifie effectivement depuis depuis quelques années, en fait, l'importance à un moment donné de faire des choses ensemble, de la coopération à une échelle, à une dynamique territoriale, en fait, dans une échelle infra-réseau aussi. Et ça varie complètement au cours du temps en fonction des besoins, des forces en présence. Alors là, nous, on est des réseaux dans les musiques actuelles qui existent depuis pas mal d'années. Nous, en Île-de-France, avec une spécificité où ça s'est structuré d'abord à une échelle départementale. Avant, il y a quelques années, là, assez récemment, de fusionner et de créer un réseau régional à part entière. Mais finalement, pour aussi pouvoir mieux accompagner et structurer des dynamiques
coopération qui voilà, viennent en réponse à des besoins aussi locaux et à des besoins de territoire de vie. Et pour faire le parallèle avec, Gaël est passé très très vite sur la dimension concertation plus autour des dispositifs d'action publique comme les SOLIMA, ces schémas d'orientation du milieu de musique actuelle. Voilà, nous, c'est une dynamique là à laquelle on réfléchit et on travaille en ce moment, mais justement plutôt à l'échelle de bassin, plutôt que à cette échelle régionale. Et, après, ce qui n'empêche pas, selon les besoins, d'imaginer aussi des coopérations qui peuvent se structurer, voire même en dehors des réseaux, à travers la création d'une structure, pourquoi pas coopérative, enfin, voilà, d'aller plus loin dans la structuration de la mutualisation. Et les réseaux ont pu être des incubateurs aussi pour des coopérations de ce type-là. On citait le contexte de concentration économique qui est, nous, dans notre secteur du spectacle vivant musical, extrêmement prégnant en ce moment. Bon, voilà, il y a quelques temps, on a par exemple on contribue à créer, nous, avec le RIF, une solution de billetterie mutualisée solidaire qui s'appelle SOCOP. Enfin, SoTicket est porté par une structure qui s'appelle SOCOP. Voilà, on peut avoir une coopération qui va jusqu'à se formaliser dans des murs, dans une structure, voilà, mais c'est pas forcément la modalité unique comme on l'a vu. Et juste un dernier mot aussi pour dire que, mais ça a été dit, hein, que évidemment ces modalités, ces dynamiques de coopération, elles nous apparaissent d'autant plus aujourd'hui, et nous, ça fait bien longtemps avec l'UFISC qu'on milite évidemment pour faire reconnaître et soutenir et accompagner ces façons de faire, mais elles apparaissent d'autant plus essentielles dans le contexte de crise actuelle, et elles nous apparaissent à nous comme un levier, mais complètement prioritaire pour une relance, mais pour une relance peut-être plus durable, pour une relance qui soit plus connectée à la vitalité culturelle des territoires. Et qui justement soit plus en prise avec les droits culturels des personnes et les enjeux de rééquilibre, voilà, d'équilibre territoriaux, de développement équilibré des territoires. Et c'est pour ça que je le cite, et on pourra vous le transmettre aussi en ressources. On a produit avec l'UFISC un plan de revitalisation culturelle. Donc là, on se situe plutôt du côté de propositions de mesures pour l'action publique, mais pour vraiment mettre un peu au centre des plans de relance l'enjeu du soutien à ces coopérations intersectorielles, à sortir aussi de nos silos un peu traditionnels dans lesquels on se retrouve parfois un petit peu enfermé, pour aller justement, voilà, soutenir toute cette diversité de projets plus ou moins formels, intersectoriels, qui permettent d'expérimenter des alternatives pour une transition économique, écologique, sociale, culturelle, véritablement durable en réponse à cette crise. Voilà, je ne suis pas plus long, mais on pourra prolonger la discussion ensuite. Merci beaucoup, Florian. On aura bien sûr à la fin de ce webinaire un petit temps d'échange. Je propose donc de laisser la parole à Rémi, du coup administrateur du 6B, qui va donc nous partager l'expérience de Pot commun, qui du coup est un... Enfin, je n'anticipe pas, du coup je laisse la parole tout de suite oui, à bonjour. Rémi. Vous m'entendez bien? Ok, je suis Très dans bien. une salle un peu vide et sans électricité. Donc, bon, j'espère que ça ne résonne pas trop. Au niveau lumière, ça va. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation, l'intervention que vous nous permettez, Pokémon. J'adhère juste avant de développer Pokémon, évidemment, avec tout ce que Luc et le RIF viennent de développer, et vous allez d'autant plus comprendre pourquoi. Donc moi, je suis l'administrateur du 6B à Saint-Denis. Effectivement, je ne représente pas le 6B aujourd'hui en tant que tel. Je représente le projet Pokémon de coopération entre les tiers-lieux
culturels et artistiques de Plaine Commune, enfin quelques-uns en tout cas. Et donc, j'ai été mandaté par mes copains, à savoir Main d'œuvre, la Villa Médicis et les Poussières, à Aubervilliers pour la Villa et les Poussières, donc Main d'œuvre à Saint-Ouen, pour représenter le projet Pokémon. Alors, pour revenir un petit peu aux origines, c'est vrai que donc Luc en a parlé. Opal a mené sur le territoire de Plaine Commune cette enquête qui donc interrogeait l'emploi dans les structures culturelles, hein, je le dis comme ça, mais et donc du coup nous on a bénéficié de ce regard-là. Nous, je dis nous, ces 4 structures-là, on a pu comprendre, on a pu intégrer certaines choses, on a pu comprendre certaines choses, on a pu mettre en avant et valoriser aussi nos apports et ce qu'on représentait sur le territoire. Donc, c'était très important pour nous, fondateurs, et en même temps, d'autant plus fondateurs qu'une fois qu'on avait été réunis au sein de ce document et de ce travail très, très documenté et long qui avait été fait, on s'est tous dit, mais on continue. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? On s'arrête là, voilà. Et donc, assez rapidement, moi, je suis arrivé au 6B en avril 2018, mais pratiquement à cette époque-là, donc les études dont je parle, c'est plutôt 2016-2017, hein, Luc, je crois, si je ne dis pas trop de bêtises. Bon, en tout cas, dès 2018, moi, il m'a semblé important de continuer ces échanges, et donc on a décidé dans un premier temps, avec les dirigeants de ces lieux-là, avec chaque dirigeant de chaque lieu, donc en fait 4 personnes, de se réunir tous les lundis matins pour inventer la suite de la coopération. Ou pas, en tout cas de se dire voilà, qu'est-ce qu'on en fait. Donc ça a été l'origine du projet Pokémon, et c'est important parce que ça fait vraiment le lien avec cette histoire un peu technique d'études et de regard si important sur nos apports, la valorisation de notre impact, enfin voilà. Du coup, très rapidement, on a voulu structurer, en tout cas inventer quelque chose entre nos 4 lieux en se disant, on a tous des résidents, on fait tous de l'artistique, on a tous des spécificités qui se complètent et qui peuvent s'enrichir. On va créer quelque chose. L'idée, c'était en fait de ne pas partir sur des nouveautés et de justement partir de l'apport et du travail et de la spécificité de chaque lieu et de voir comment on pouvait en faire bénéficier les autres. Ce qui était intéressant, c'est que déjà, nous, on était dans un échange de pratiques en tant que dirigeants de lieux, et ça, c'était très intéressant. On sort de nos lieux, on rencontre d'autres problématiques, d'autres enjeux. Alors, il se trouve que nous, à Plaine Commune, tous les 4, on a des enjeux similaires en termes de foncier, en termes de propriété, en termes de rapport avec les collectivités et les promoteurs ou les publics même. Et donc, c'était déjà très intéressant à ce niveau-là. Ensuite, on s'est très vite aperçu qu'il y avait qu'on pouvait mutualiser un certain nombre de choses. Luc a montré avec les chiffres Opal la mutualisation de ressources, de lieux, de concret. Nous, on était plutôt dans la mutualisation alors c'est très concret aussi, hein, mais de cerveau ou d'intangibles. Je pense par exemple aux agréments. Agréments de formation, main-d'œuvre et organismes de formation. Comment on peut en faire bénéficier les autres sans que chacun aille sur un processus très lourd, très long, de normalisation de programmes de formation. Voilà. Et donc, du coup, on a très vite imaginé qu'on pouvait échanger des formations entre nos lieux, pour nos lieux, nos résidents, et puis en fait tout le monde. On s'est tous vite aperçu que se visiter les uns les autres et d'autres, c'était quand même très intéressant de montrer nos lieux au plus grand nombre, aux professionnels, aux collectivités, aux chargés de mission qui sortent jamais, qui ont du mal à sortir de leur bureau. Je ne vais pas être catégorique, mais en tout cas, voilà, d'avoir comme ça un élan qui montre un petit peu les tiers-lieux culturels. Alors, effectivement, à l'échelle de Plaine Commune. Hein. Nous, on est sur une
petite échelle. Et c'est en ça que c'est très enrichissant parce qu'on se connaît bien, on connaît bien le territoire, on connaît bien les élus. Voilà. Donc, visite. Alors, quand on fait visite, on se dit on va essayer de parler, de réfléchir un petit peu. Donc, des sites de conférences sur ces thématiques-là qu'on partage tous. Et puis, comme on est quand même des lieux culturels et artistiques, d'essayer de porter des résidences artistiques qui soient quelque chose entre nos lieux, sur le territoire, partagé, on ne savait pas trop. Et ça, en fait, ça a très vite donné lieu à ce projet Pokémon qui est né parce que l'AMI Fabrique de territoire est sorti. Donc, l'appel à manifestation d'intérêt pour cette labellisation fabrique de territoire au niveau national, d'essayer de favoriser l'émergence de tiers-lieux, de fabriques dans toute la France. Nous, on a travaillé sur ce dossier-là et on a proposé Pokémon comme une ressource, pas d'un lieu, pas de matériel, comme une ressource immatérielle au profit des fabriques, des tiers-lieux, des lieux, appelons-les comme on veut, du territoire de Plaine Commune, les nôtres et les autres. Et c'est là où ça a été très intéressant. Donc, on a été labellisé, ça a pris du temps, hein, parce que des choses sont passées par là, mais on a été labellisé en octobre 2020 Fabrique de territoire, le projet Pokémon. Donc, finalement, nos 4 lieux à travers ce projet sont labellisés Fabrique de territoire. Donc, c'est une mutualisation d'un label, d'une reconnaissance, c'est très intéressant. Et on a pu déployer le projet à partir de début 21, puisque vous savez, comme moi, que beaucoup de choses n'ont pas pu se faire en 2020. Et donc, on a déployé ces 4 volets: formation, visite, conférence, résidence artistique. En se réunissant toujours les lundis matins, en essayant d'amplifier les choses, en recrutant une stagiaire, au début un stagiaire, puis ensuite une stagiaire coordinatrice, avec un modèle économique qui, du coup, a bénéficié des collectivités, puisqu'on a eu Fabrique de territoire, donc ça représente quand même 50 000 € par an pendant 3 ans pour développer le projet. Mais également, finalement, le département qui a suivi, également Plaine Commune qui est super intéressé. Alors, c'est normal. On invente pour eux le réseau des tiers-lieux culturels de Plaine Commune. Donc, génial. Voilà. Et ce qui est pour ceux qui nous connaissent, mais je le redis quand même, on est tous les 4 et en fait, on ouvre à tout le monde. Donc, sur le territoire d'Aubervilliers, on a très vite travaillé puisqu'on a fait une résidence artistique cette année qui était sur le son et sur les radios. On s'est dit, voilà, on va essayer de visibiliser le projet. Donc, on va faire travailler des radios en leur donnant carte blanche. Voilà. Et donc, on a très vite travaillé, par exemple, avec La Cassette, qui est un lieu qui vient d'ouvrir à Aubervilliers, dédié au son. On connaît très bien, nous, Poincaré, sur le territoire de Saint-Denis. Ils vont rentrer d'une manière ou d'une autre dans le projet Pokémon. On travaille avec le phare, qui est sur l'île Saint-Denis, qui est un pôle territorial de compétences économiques, un PTCE, avec qui, nous, le 6B, on travaille beaucoup. C'est pareil, sur la formation, ils vont rentrer dans le projet Pokémon. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de rester très ouvert, de rester très généreux. Alors, nous, le modèle du 6B, on l'échange pratiquement toutes les semaines avec des gens qui sont intéressés. Et je crois vraiment, c'est presque bête, mais je crois vraiment que cette générosité et ce partage, il est super important. On n'est plus à l'heure où on reste on reste chacun de son côté. Alors, ça a déjà été dit à chaque fois, mais moi, je le redis aussi, on n'est plus à l'heure où on se concurrence les uns les autres sur les appels à projets, sur les demandes de subventions. Voilà, donc ça me semble vraiment très important. On est trop nombreux pour de moins en moins d'argent. Donc, comment on fait? Donc, voilà, comment on fait? Effectivement, c'est ce que la CRES Île-de-France met en avant aujourd'hui, c'est cette coopération qui est essentielle. Voilà un petit peu pour l'origine, ce qu'on fait, ce qu'est le projet Pokémon. J'ai essayé de le décrire assez simplement. Mais donc, voilà, on déploie depuis 2021, et donc pendant au moins 3 ans, c'est-à-dire 22 et 23, ce projet avec ces 4 volets. Ce qui est intéressant, c'est que dans le modèle économique qui est aujourd'hui assez soutenu par les pouvoirs publics, on a à terme, du coup, l'ambition que ces stagiaires qui se succèdent soient un emploi. Donc, on est sur la création d'emplois également pour coordonner, alors je dis un emploi, peut-être 2, voilà, pour coordonner ce projet de coopération. On se rend compte aujourd'hui, on y met tous, nous, dirigeants des 4 lieux, au moins une demi-journée de travail par semaine. C'est une limite. Et donc, on se rend bien compte aujourd'hui qu'on a besoin d'amplifier cette coordination.
à nos côtés, parce qu'on n'a pas envie d'en sortir. Moi, j'ai pas envie d'arrêter d'échanger, de voir Anissa de la Villa, Myrtille des Poussières, avec qui à chaque fois on a des choses très intéressantes à se dire, et également de coordonner nos discours vis-à-vis des mêmes élus et de ceux avec qui on dialogue au quotidien ou presque au quotidien sur nos problématiques particulières. Voilà, donc je crois avoir fait un petit peu le tour. On m'avait demandé quels étaient les freins du développement de ce projet. Donc, je viens d'en parler sur le temps de travail, c'est-à-dire que nous, on donne de notre temps sur ce projet. Je pense qu'il y a réellement, et ça a déjà été dit, mais en tout cas une méthodologie de la coopération. Ça ne se fait pas comme ça, on est bien d'accord. Alors, il se trouve que nous, on a bénéficié de ce rapprochement via Opal. Il se trouve qu'on se connaît et qu'on se côtoie dans de nombreux cercles professionnels et pas que avec les autres dirigeants et qu'on s'apprécie énormément, il faut le dire aussi. Donc, c'est des prérequis qui sont quand même assez importants et que la coopération, elle ne vient pas comme ça de fait et qu'on ne met pas des acteurs qui ne se connaissent pas ou voilà, en disant maintenant vous coopérez. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je pense qu'il faut avoir une attention. Et donc après, cette méthodologie, c'est-à-dire qu'effectivement, nous, on se réunit donc tous les lundis matins. Ce n'est pas juste une réunion pour prendre un café, c'est toujours très agréable, mais on se répartit les choses dans la semaine. On partage les outils. Voilà, on est à une ère où aujourd'hui, on partage assez facilement. On a tous expérimenté depuis 1 an et demi le travail à distance. Donc, il y a cette méthodologie sur laquelle il faut quand même bien réfléchir en amont pour que les choses soient fluides et puissent réellement donner des résultats. Voilà. Nous, après ces résultats, aujourd'hui, on est sur quelque chose de très confortable. On n'a pas vraiment d'enjeu, on n'a pas vraiment de pression, voilà, on va le dire comme ça. On fait des visites de lieux, de nos lieux. Alors, on a fait surtout des visites de lieux en danger, parce que ça nous amuse aussi et qu'on trouve ça très important de soutenir ceux qui sont en train de disparaître ou qui vont disparaître. On a fait des visites dès le mois de mars de cette année avec 50 ou 60 personnes. Donc, en termes d'affluence et de fréquentation, par exemple, les résultats sont là. On a fait une conférence la semaine dernière à main-d'œuvre sur justement le dialogue entre collectivités et tiers-lieux, comment on co-construit ce dialogue et comment en 2021-22, on invente des nouvelles modalités de dialogue. C'était super intéressant avec une 50aine de personnes sur la journée, avec une émission de radio. Voilà. Donc, sur la fréquentation et sur le bien fondé de ce qu'on fait, les résultats sont là. Sur les formations, c'est un peu plus compliqué. Nous, on n'est pas organisme de formation au 6B. Donc, on a dit, alors ça, c'est intéressant les formations. J'en dis un tout petit mot plus détaillé. Chaque lieu a dit, voilà, on va proposer une formation sur des compétences qui sont voilà, vraiment notre terrain de jeu. Donc, les Poussières qui font beaucoup de sérigraphie proposent une formation sérigraphie. La Villa Médicis, via les grandes personnes, une formation d'art dans l'espace public, avec marionnettes, voilà, ce genre de choses. Main-d'œuvre, intelligence collective. Et le 6B, nous, on fait beaucoup de construction, on a des ingénieurs, des archis, du bois, donc on a fait des chantiers, des formations de chantiers participatifs. Voilà, donc ça, on ne s'improvise pas. Ce que je voulais dire, c'est qu'on ne s'improvise pas organisme de formation. Ça reste une petite partie très marginale de notre activité. Donc ça, c'est quelque chose qui est en expérimentation. On a fait, cette année, on a tous fait nos formations, donc on l'a terminé, ce cycle sur l'année 1, et on constate qu'il y a plein de choses à améliorer. Donc c'est aussi dans les freins quelque chose qui est important, de ne pas avoir peur de l'expérimentation. On est tous sur des champs d'innovation, on a besoin de tester les choses, et je pense que là, il y a vraiment... si on veut que la coopération soit efficace, il faut qu'elle ait cette latence-là, cette possibilité-là. Nous, au 6B, c'est toujours comme ça qu'on a fonctionné, donc ça nous va bien et ça me va bien de le dire. Mais en tout cas, je le dis. Voilà, je crois qu'en termes d'objectifs, vous l'avez compris, on se place dans quelque chose de l'ordre du développement économique, de nos métiers, de nos résidents, des artistes, faire monter en compétences, formation, mais également sortir des lieux, voir d'autres pratiques, échanger sur un territoire assez restreint. Mais du coup, le développement économique des métiers de la culture et de la création, c'est aujourd'hui l'objectif du 6B, mais c'est également l'objectif de ce projet Pocomon. Et je crois aussi, et je terminerai là, je ne sais pas du tout où j'en suis dans le temps en partie, mais ça m'a l'air pas mal, que c'est très important
Et maintenant, je le dis toujours, que les structures se regroupent, que les structures se parlent, que les structures inventent des projets ou agrémentent leurs projets plutôt et coopèrent. Alors, c'est vraiment essentiel aujourd'hui dans le modèle, dans le paysage, et dans tous les domaines, que ce soit, donc nous on parle de l'artistique et du culturel, mais face à la promotion immobilière et à la pression foncière, c'est pareil. Donc là, je parle aussi de sujets qui nous concernent, nous, à Plaine Commune, mais j'imagine que ça concerne beaucoup de monde. Que ce soit dans l'ESS et la solidarité, c'est pareil. Que ce soit dans l'agriculture urbaine, c'est pareil. Voilà. On est toujours plus fort ensemble. C'est bête, mais je vais terminer par ça. Voilà. Ensemble, on est plus fort. Je crois qu'on avait prévu un petit temps de questions. Si c'est, Oui, complètement. Voilà. Merci beaucoup. J'ai un agenda qui est assez contraint aujourd'hui, donc je suis désolé. J'enchaînerai à 11h sur une réunion importante. On va justement, il y a une question qui a été posée. Merci beaucoup d'ailleurs pour ton intervention, Rémi. La question posée est, y a-t-il une structure juridique qui porte pot commun ou là encore, on est sur une mutualisation des structures juridiques? Ouais, très bonne question. J'avais prévu d'en dire un mot, mais effectivement, bon, voilà, dans l'emballement. En fait, on n'a pas recréé une structure pot common, évidemment. On s'est appuyé sur la coopérative La Main, qui s'appelait La Main 9-3, qui s'appelle aujourd'hui La Main Foncièrement Culturelle, qui est la coopérative créée par Main d'œuvre et qui mutualise ses outils et notamment voilà, sa capacité de structure juridique à porter des projets. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est tous sociétaire de La Main, et on a même été plus loin que ça, c'est-à-dire que La Main est également sociétaire des 4 structures. Et en fait, on est les 4 structures sociétaires ou adhérents des autres structures. Voilà, c'est un échange de bons procédés. En termes de représentativité, c'est intéressant puisque on est quand même encore plus fort avec une base d'adhérents ou de sociétaires qui grossit. Financièrement, ça ne coûte rien puisqu'on échange simplement des adhésions ou des parts sociales. Et du coup, c'est La Main qui porte juridiquement les projets qu'on dépose, les dossiers qu'on dépose et qui gère du coup le budget de ce projet Pokémon. Merci beaucoup, Rémi. Je vois une main levée de Monsieur Vassalo. Je propose peut-être qu'on prend cette deuxième question et après on libère Rémi. Et s'il y a d'autres questions pour toi, Rémi, je te propose qu'on les centralise éventuellement nous à la CRES et après on se coordonne pour donner des réponses. Oui, n'hésitez pas. Ouais, j'en ai pour 30 secondes parce que je voulais insister sur ce que vient de dire Rémi parce que c'est tout à fait essentiel. On a vraiment besoin de coopérer, de mutualiser, de partager un certain nombre de choses. Si on ne le fait pas, on laisse l'institution le faire et on voit bien les risques que ça nous porte. Et 3, le modèle qui a été pris, qui est le même que celui de l'association pour l'alternative qu'on vient de créer au plan national, que celui qui existe sur un certain nombre de trucs, c'est d'avoir des espèces de structures coopératives mères porteuses qui ne bouffent ni du temps, ni du fric, ni du pouvoir, mais qui nous permettent chacun d'être les meilleurs possibles sur notre corps de métier et ensemble les meilleurs possibles dans l'ensemble des coopérations et des partenariats qu'on peut avoir. Mais vraiment, j'insiste, parce que si on est chacun dans notre coin, on crèvera chacun dans notre coin. J'ai rien à dire de plus. Merci beaucoup, Patrick. Et je suis très content. Non, mais merci que tu l'aies dit. Je suis très content, en plus de ça, de te voir, même si c'est à travers un écran interposé. À très bientôt quand tu veux. Réciproque. Ouais. S'il n'y a pas d'autres questions pour Rémi, je vous propose d'enchaîner avec la prochaine intervention et aussi pour laisser Rémi prendre un café entre notre intervention et sa prochaine réunion. Merci beaucoup, merci 1000 fois Rémi pour ta disponibilité et on revient vers toi très vite. Alors, donc, la prochaine intervention sera celle de Madame Lorca, qui est adjointe au maire de Montreuil et déléguée à la culture et à l'éducation populaire. Madame Lorca nous expliquera comment la ville s'implique afin de soutenir la coopération entre les structures culturelles, notamment à travers 2 initiatives que sont le festival Marmot et la convention qui est établie avec la locomotive des arts. Donc, Madame Lorca également ne pourra pas rester jusqu'à la fin du webinaire. Donc, si vous avez des questions, pensez bien à nous les faire remonter dans le chat. Voilà, je vous laisse la parole.
Votre micro est coupé par contre. Voilà, vous m'entendez là? Je suis sur mon téléphone, c'est pas très pratique. Donc bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. N'hésitez pas, bon, je vais vous parler effectivement de ces deux initiatives, mais n'hésitez pas à me relancer s'il y a des choses qui vous intéressent plus, enfin voilà, et à me couper quoi. Donc, le festival Marmot, c'est le mois des arts à Montreuil pour l'enfance. C'est donc un festival qui se déroule au mois de novembre, entre le mois de la petite enfance qui est consacré à la culture et aux arts pour les tout petits, et ensuite le salon du livre et de la presse jeunesse au mois de décembre, ce qui nous fait à Montreuil un pan entier destiné au jeune public, hein, du tout petit jusqu'aux grands adolescents, entre le début du mois d'octobre et la fin du mois de décembre. Ce festival Marmot, en fait, il est arrivé, sa genèse, c'est finalement l'écoute des différentes structures de la ville et des artistes de la ville. Vous savez que Montreuil a cette particularité d'avoir 10% de sa population qui travaille dans les arts et la culture. Et moi, quand je suis arrivée en 2014 comme élue, la première des choses avant d'établir réellement des politiques culturelles, ça a été de rencontrer toutes les artistes et les structures qui me le demandaient en tête-à-tête, et puis également d'organiser des rencontres régulières. Alors, on le faisait par discipline parce que, compte tenu du nombre des personnes qui pouvaient être présentes, mieux valait serrer en fonction des disciplines. Donc, les compagnies, on en a plus de 200 à Montreuil, les plasticiens, les arts de la rue, etc. Et en fait, en les recevant, en parlant avec eux, en allant voir évidemment leur spectacle ou leur production, je me suis finalement aperçue que ce qui était le dénominateur commun le plus évident, c'était les propositions en direction du jeune public. Sachant que dans une ville comme Montreuil, c'est quand même un ADN fort de la ville. Avant d'avoir le nouveau théâtre de Montreuil, donc Centre dramatique national, nous avions le théâtre du jeune spectateur, que le Salon du Livre a été créé à Montreuil par des agents municipaux des centres de loisirs. Donc, toute en tout cas, cette ambition et ce souhait de faire partager les arts et la culture dès le plus jeune âge, c'est quelque chose qui est ancré sur le territoire depuis très longtemps. Alors, une fois qu'on a eu fait ce constat en 2014 pour les collectivités, nous, quand on est arrivé, il y a eu un coup de bambou assez très important, hein, sur la coupe des dotations aux collectivités locales. Donc, on avait de grandes envies, de grands besoins de la population, mais pas d'argent. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis tout le monde autour de la table. Donc, toutes les structures, qu'elles soient municipales, publiques, privées ou associatives, on a mis tout le monde autour de la table. Moi, je les connaissais. Alors, c'est vrai que la confiance qu'il peut y avoir entre les élus et les artistes ou les structures est extrêmement importante pour ce genre d'exercice. On a mis tout le monde autour de la table en disant voilà ce qu'on souhaiterait faire. On aimerait avoir un festival pluridisciplinaire des arts en direction du jeune public. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous seriez partant? On n'a pas construit complètement le truc. Est-ce que vous voulez y participer ou pas? Et ça a été banco. Tout le monde a accepté de participer. Donc, on a fait une édition qu'on a appelée édition 0 en disant, de toute façon, voilà, commençons et puis on verra bien. Et ça a été un succès immédiat. Pour les salles, dont les jauges étaient pleines, hein, on est quasiment pendant tout le temps du festival à du 100%. Pour toutes les associations qui étaient partenaires également, pour les centres sociaux, enfin, vraiment l'ensemble des partenaires était extrêmement content. Et donc, on a monté en puissance les années d'après.
jusqu'à avoir un festival international dans la mesure où on a des artistes maintenant du monde entier et des propositions du monde entier sur ce festival, qui a également cette particularité d'être, de proposer évidemment de la diffusion, mais également une part formation de tous les animateurs, de toutes les personnes qui travaillent auprès des jeunes publics, notamment les assistantes maternelles, les personnels des crèches, etc. Un volet également pratiques amateurs, ateliers, donc ça c'est pareil, c'est assez fort dans la ville, les pratiques amateurs dès le plus jeune âge. Donc lors de ce festival, on organise des ateliers en lien avec les principaux spectacles ou expositions qui sont présentés, et puis également un volet échange avec des chercheurs, des artistes, des assistantes maternelles, des enseignants, sur qu'est-ce que c'est que les arts et la culture pour le jeune public, et notamment dès le plus jeune âge, puisque nous, on commence à Montreuil en mettant on a des résidences d'artistes dans les crèches, et d'ailleurs, ça marche très, très bien. Au départ, il y a des grands points d'interrogation, souvent dans les yeux des interlocuteurs quand on leur parlait de ça. Ça paraissait un peu tiré par les cheveux, et on se rend compte à quel point c'est extrêmement important pour les tout petits, mais également pour les personnels et pour les parents. Voilà. Donc, voilà, ça fait partie de tout ce qui, de tout ce que propose le festival. Alors après, je peux peut-être passer sur la locomotive des arts. Dites-moi, Aurélia. Oui, bien sûr, allez-y. Voilà, alors la locomotive des arts, ça c'est un deuxième volet important dans ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a énormément d'artistes à Montreuil. Alors de tous les âges, on a 220 compagnies en tout cas référencées par exemple, mais il en arrive tous les jours, donc on a aussi beaucoup de jeunes. Ce qui nous est apparu, c'est un besoin important de mutualiser tout ce qui relevait de l'administration et des apports, des aides juridiques et financières. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'artistes, on a beaucoup de compagnies. Les emplois aidés ont été supprimés les uns après les autres, donc les compagnies qui ont eu pendant plusieurs années des administratrices, des administrateurs ne les ont plus actuellement parce qu'ils ne peuvent plus les payer. Et puis, tous les jeunes qui arrivent ne peuvent pas financer ce type de poste. Donc, il nous est apparu que ce serait peut-être intéressant que la ville crée des conditions d'information et de conseil pour les artistes et les compagnies du territoire. On a passé une convention avec la Locomotive des Arts et Laura Dienstahar, la Locomotive des Arts est une association qui produit des spectacles, mais également accompagne les artistes. Et l'objet de la convention, c'est de prodiguer du conseil et de l'aide, notamment à la rédaction des appels à projets, à la rédaction des projets européens, à la rédaction des demandes de subventions, etc., aux artistes qui en avaient le plus besoin. Voilà. Donc là, ça s'est concrétisé sous la forme d'une convention. On commence, là, c'est vraiment l'objet on l'a mis ça en place pendant le confinement. Il y a déjà évidemment plusieurs structures qui font appel à la Locomotive des Arts, et on regarde comment tout ça va évoluer. Moi, il me semble que de toute façon, si on l'a fait, c'est parce que c'était un besoin vraiment patent des artistes et des compagnies. C'était ce qui revenait le plus souvent. Et puis, de fait, il y avait vraiment une inégalité entre les structures, quoi. Il y avait celles qui pouvaient, il y avait celles qui ne pouvaient pas. Et du coup, alors je ne dis pas qu'on arrive à une égalité totale, mais en tout cas, on arrive à quand même aider ceux qui en ont le plus besoin, et notamment les plus jeunes. Voilà.
Sur ce que vous m'aviez demandé, sur les leviers, les freins, je crois, et puis les effets, les impacts, moi je dirais que les leviers, c'est la confiance, la complicité qu'il faut vraiment renouer entre le politique et les artistes du territoire, parce que et les structures, ça ne peut pas fonctionner sans ce lien qui est que je pense qu'on a bien rétabli à Montreuil et qui nous a permis de pouvoir mettre en œuvre ces différentes initiatives. Ensuite, sur les effets, évidemment, moi je pense qu'on est plus fort, ce que disait Patrick Vassallo tout à l'heure. Hein, on est dans un contexte où nos territoires qui accueillons les arts et la culture et qui portons des politiques culturelles fortes, on se réduit de plus en plus à peau de chagrin, il faut bien le dire. Les conditions actuelles, les collectivités qui ont de moins en moins d'argent, on voit bien que ce sont les politiques culturelles qui sont le plus impactées. C'est là qu'on coupe tout de suite. Bon, nous, on est sur des territoires où on a sanctuarisé, au même titre que l'éducation, la culture. Et donc, il faut qu'on arrive également à toujours faire plus en ayant… Alors, on n'a pas moins d'argent, mais on n'en a pas plus. Et donc, il faut qu'on trouve d'autres solutions. Et je pense que la mutualisation, c'est extrêmement important pour des raisons économiques et financières, mais également, c'est une façon de travailler qui me semble-t-il, est beaucoup plus en lien avec ce qui se fait actuellement dans les pratiques des artistes, et notamment des jeunes artistes, qui sont beaucoup plus pluridisciplinaires qu'avant, qui travaillent ensemble en collectif. On le voit avec le 6B, avec ce qui a été fait avec tous ces tiers-lieux. C'est quelque chose qui est également, finalement, qu'on articule avec ce qui se passe réellement chez les artistes et notamment chez les jeunes artistes. Et puis, ça permet de créer des liens qui n'étaient pas… Alors, bon, les artistes sur nos territoires, les artistes, les structures sont en lien, mais le fait que la ville, finalement, apparaisse comme encore un ensemblier, un coordinateur, ça crée encore plus de liens. Et finalement, il y a d'autres initiatives qui finissent par émerger de ce lien qui a été fait grâce à la ville dans un contexte un peu plus institutionnel. Donc, ça alimente une solidarité et puis ça peut également générer de nouveaux projets. Et je crois qu'en tout cas, nous, c'est comme ça vraiment qu'on travaille et qu'on va continuer à travailler en s'adaptant à chaque fois, parce que je pense que c'est important dans les politiques culturelles, en s'adaptant vraiment très aux évolutions des pratiques des artistes et des pratiques culturelles et des besoins des habitants, parce que sans cela, nos politiques culturelles n'auraient pas de sens, me semble-t-il, et seraient moins efficaces. Merci beaucoup, Madame Lorca, pour cette intervention. Y a-t-il des questions qui lui sont destinées, puisqu'elle ne va pas pouvoir rester avec nous jusqu'au bout du webinaire? J'en vois pas dans le chat pour l'instant. Donc, n'hésitez pas, c'est maintenant. Bon. Je pense que c'est tout bon. Si jamais une question remonte, Cécilia et moi vous la ferons passer, bien sûr. Je vais donc laisser Cécilia introduire les intervenants suivants. Et encore merci, Madame Lorca, pour cette intervention. Merci à vous et bonne fin de réunion. Merci. Au revoir. Au revoir. Effectivement, on va passer plutôt à la deuxième partie de ce webinaire qui va porter plutôt sur effectivement l'accompagnement aux coopérations vraiment comme outil qui peut favoriser la structuration et le développement des différentes formes de coopération. Et du coup, on aura un témoignage croisé entre le réseau d'art vivant d'Île-de-France avec William Astre et Vincent Quinton qui est chargé de mission du dispositif local d'accompagnement chez Projet 19. Du coup, je ne vais pas anticiper leur témoignage et je laisse tout de suite la parole. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que c'est moi qui commence du coup? Ouais. Oui. Donc, je suis William Astre, je suis ravi d'être parmi vous. Je suis coprésident du réseau Ravive, réseau des arts vivants en Île-de-France.
William, je pense qu'il faut que tu coupes ta caméra parce que la connexion, elle saute. À cette coprésidence depuis 2017. Je vais vous faire un petit à l'heure également. Ah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je pense qu'il faut que tu coupes ta caméra parce que tu es un peu bloqué, figé. Ah. Ah, j'écoute ma caméra, d'accord. Est-ce que c'est bon? Ouais. Je ne suis pas convaincue. Un autre souci. Alors, j'arrive. Là, ça a l'air d'aller, William. Bon, ok, alors je continue. Donc, le réseau Raviv, c'est un réseau qui réunit des structures de spectacle vivant, des compagnies et des lieux, et qui existe depuis 2008. Il a été à l'initiative de personnes appartenant au Synavi Île-de-France, le Synavi étant William, je suis vraiment désolée, ça coupe beaucoup. C'est pas un syndicat d'employeurs. Et donc en 2008, ces personnes sont, je suis vraiment désolé. Attendez, je vais essayer de trouver une solution. Alors peut-être Vincent, tu prends le relais quelques minutes et puis moi je vais essayer de trouver une solution. Ça marche. Bon, normalement, la connexion de Projet 19 n'est pas très bonne non plus, mais on va essayer de faire quelque chose de bien à nous deux. Donc là, c'est en gros l'idée de ce témoignage, c'est Raviv, qui est donc réseau d'art vivant en Île-de-France, qui est un réseau qui va fédérer les compagnies d'art vivant d'Île-de-France. L'objet de départ, c'est la mutualisation de lieux de travail, aussi bien de travail de répétition que de travail administratif. Donc ça peut être aussi bien des salles de répétition que des bureaux. Donc ça, c'était l'objet de départ. C'est comme ça que Raviv s'est créé. Et comme disait William, un peu de façon assurée, ça vient du Synavi, qui est aussi un réseau. Voilà, bon, vous avez compris que je n'étais pas de la culture et que ce n'était pas ma spécialité. Mais quand même, vu que j'ai été super bien accompagné par Opal, notamment par Luc, on a travaillé ensemble. Donc, le point de départ, déjà, le DLA, c'est quoi? Donc, dispositif local d'accompagnement. L'idée, alors, je pense qu'il y a autant de DLA que de chargés de mission DLA. Donc, je vais vous donner ma vision, même si il y a un travail global au niveau national. Mon travail, ça va être de voir où en est une structure, où est-ce qu'elle veut aller demain. Donc, et nous, en gros, le diagnostic, c'est ça, c'est de définir le point d'entrée de la structure, comment elle veut changer. Des fois, c'est un changement voulu, des fois, c'est un changement subi. Et à partir de là, définir un plan d'accompagnement, donc qui va être à la fois les ressources du chargé de mission DLA, l'accompagnement du réseau ressources, notamment Opal, mais surtout une ingénierie individuelle et ou collective sur différentes thématiques. Donc, le premier travail avec Raviv, ça a été déjà de voir ce qu'ils étaient. Comme je vous disais au début, c'est de la mutualisation de lieux de travail pour les compagnies d'art vivant. Au final, c'était devenu un petit peu plus que ça. C'était devenu un peu plus que ça, surtout sur l'aspect professionnalisation, qui n'était pas forcément la mission principale et ce n'était pas forcément identifié par Raviv, mais c'était voilà, des apéravives, donc des apéros de travail où les compagnies échangeaient de façon informelle sur leurs pratiques, des temps d'échange de pratiques, là qui était un petit peu plus formalisé, où il y avait une structure qui venait avec son problème et 4-5 structures neuves, jeunes, un peu plus anciennes qui échangeaient là-dessus. Vous en avez peut-être déjà fait. Et 2-3 autres petits projets
Mais tout ça, en fait, c'était une mission. C'était parler de domaine d'activité stratégique. C'était en gros ça avait presque autant d'impact que l'aspect mutualisation de départ. Et en gros, la mission d'accompagnement, c'était on a aujourd'hui une activité mutualisation qui est bien reconnue. On a aussi aujourd'hui une activité d'accompagnement et de professionnalisation des structures qui n'est pas encore reconnue, qui est reconnue et connue uniquement du réseau. Et en gros, c'est comment on donne sens à cette mission et comment on arrive à construire un modèle économique sur cette mission. Parce qu'au début, le modèle économique, c'était il y en a qui sont sympas, qui donnent de leur temps et ça profite. L'idée, c'était d'augmenter cette mission, déjà de la faire connaître de l'extérieur, mais aussi avoir des financements pour lui donner un peu plus de poids et aussi donner plus de poids à Raviv. Bon. Je pense que William, il est de retour parmi nous. Ok. Bon, William, je te laisse la main. J'ai présenté Raviv, mais moins bien que toi. Je suis là. Mais je n'ai pas donné les difficultés de départ. D'accord. Alors, comme je n'ai pas tout suivi, je vais peut-être être un peu redondant, mais je vais faire assez vite. Donc, je vous disais que ça avait été fondé en 88 par des membres du Synavi Île-de-France qui réfléchissaient à des valeurs à la mise en place de projets de mutualisation, et notamment de mutualisation de plateaux de répétition. Ils ont donc lancé ça à quelques structures et puis ça a monté en puissance en fait et selon les exercices, on varie entre 60 et 80, 90 adhérents, structures adhérentes par an. Là, actuellement, mi-juin, nous sommes 59 pour être très précis. Au fil des années, les projets de mutualisation ont pris corps. Donc, le projet phare qui s'appelle Partage d'espace de travail et de répétition se développe de façon très nourrissante et productive tous les ans, entre le 15 juin et le 15 septembre. Mais également, ont été mis en place des projets de mutualisation d'espaces de stockage, de bureaux. Et aujourd'hui, une des très grandes réflexions qui est en cours, c'est la mutualisation d'emploi. Je pourrais développer tous ces projets-là si vous le souhaitez, mais là, j'accélère un peu. En parallèle de ces actions de mutualisation qui font, disons, la force du réseau, ont été développées d'autres actions. Alors, je crois que tu en as dit quelques mots, Vincent, que nous, on a appelé structuration professionnelle et montée en compétences. Alors, ça a commencé par des petits échanges de savoir et de savoir-faire autour d'apéros thématiques ou de petits déjeuners thématiques. Et puis, petit à petit, on a mis en place des journées professionnelles, des sortes de masterclass avec des experts qui venaient nous livrer leur expertise sur tel et tel sujet. Et on s'est rendu compte effectivement que à l'extérieur, en fait, il y avait deux grosses problématiques. C'est-à-dire qu'à l'extérieur du réseau, on s'est rendu compte que nous n'étions pas du tout identifiés comme accompagnant les structures dans leur professionnalisation, mais uniquement par nos actions de mutualisation et particulièrement celles de plateau, de répétition, ce qui peut déjà poser un premier problème d'identité, en fait. Et puis, petit à petit, à partir de 2014-2015, les structures ainsi que nos partenaires institutionnels ont commencé à nous considérer comme des fournisseurs de plateaux low cost, si vous voulez, et non plus comme un réseau de compagnies ou de structures solidaires qui montaient entre elles des projets. Donc, on était décorrélés de nos valeurs, en fait, qui sont plutôt l'horizontalité, la réflexion collective, de façon à former des groupes de travail qui vont prendre en charge la création et la réalisation de projets communs. Et on était plutôt identifiés comme un prestataire de services. Ces deux écueils nous ont poussés à poser les bases d'un DLA et nous ont fait se rapprocher notamment de Projet 19. Et c'est là qu'avec Vincent, nous avons pu mener toute cette réflexion-là de qui sommes-nous, comment sommes-nous perçus et où voulons-nous aller.
Et je dois dire effectivement que le DLA nous a puissamment nourris et nous a puissamment servi dans cette réflexion-là. Et aujourd'hui, on travaille à comment dire, réorganiser notre vitrine de façon à mieux mettre en avant nos valeurs et mettre en avant ces deux axes qui sont d'une part la mutualisation et d'autre part la structuration professionnelle et la montée en compétences. Après, je peux vous donner des exemples et je peux détailler ces différents sujets, mais peut-être que c'est le moment de compléter avec le dur du DLA ou pas, je ne sais pas. Non, bah, j'ai donné un peu déjà les éléments. C'est ce qui était un peu, enfin, ce que tu disais, c'est quand sur la présentation, ce qui était assez surprenant, c'était, bon, bah voilà, on est une asso de mutualisation d'espace. Enfin, c'était un peu ça la façon dont tu as présenté. On a de moins en moins d'adhérents, ou en tout cas, quand on a des adhérents, ils viennent plutôt dans une logique clientéliste, c'est-à-dire je fais ma répétition et après, merci Raviv pour vos services et au revoir. Et aussi une perte un petit peu de reconnaissance des partenaires. Et voilà, Raviv s'est transformé un peu malgré elle, comme tu disais, en prestataire de service plutôt que assaut de coopération. Et du coup, oui, c'est exact. C'est ce qui était représenté, mais ce n'est pas ce qui se passait à l'intérieur. Exactement. Et quand je parle de partenaires institutionnels, en fait, à l'origine, quand on a lancé les plateaux mutualisés, pardon, du côté de 2009-2010, cela a donné ensuite à Arcadie l'idée de fonder les plateaux solidaires. Et donc, les dispositifs ont été mis en parallèle. Les plateaux solidaires fonctionnaient pendant la saison, c'est-à-dire de septembre à juin, et en juillet-août, Raviv prenait le relais. Et puis petit à petit, quand Arcadie a commencé à agoniser, puis ensuite à mourir, à chaque fois qu'il y avait des demandes de compagnie ou des besoins spécifiques, Arcadie disait bah, contactez Raviv, eux ils fournissent des plateaux pas chers, vous aurez satisfaction. Et ce schéma de pensée-là a été transmis à la région. Si bien que nos partenaires, c'est là que donc on se rejoint, nos partenaires institutionnels ont commencé à nous considérer comme des prestataires de services et non pas comme ce réseau solidaire. Alors, quand on a repris la présidence la coprésidence avec Eugénie Atienza en 2017, on a réfléchi à comment remettre ce sens-là, ce sens collectif, ce sens mutualiste à l'intérieur du réseau et auprès de nos adhérents. Et on a, depuis le 1er janvier 2021, instauré une règle de participation obligatoire des structures, des adhérents au fonctionnement du réseau et au développement de ces projets. Quand on signe son bulletin d'adhésion, on s'engage à donner 2 heures de son temps par semaine pour le réseau. On pensait au départ que ça allait nous défavoriser. On pensait qu'on allait perdre énormément d'adhérents parce que justement, cette barrière des 2 heures allait leur faire peur. Mais finalement, on se rend compte que ça fait également beaucoup de sens pour les adhérents. Ça les désenclave, ça les désisole et ça leur permet de venir dans un collectif pour participer au développement du réseau, mais en même temps, ça leur donne un maximum d'informations et de notions de gestion et de développement de leur propre structure. Alors certes, il y a ces 2 heures par semaine qui sont demandées, mais elles font de plus en plus de sens. Et on avait misé sur une quinzaine, une vingtaine d'adhérents sur 2021 parce que justement cette règle pouvait devenir un frein. Et vous voyez, on se retrouve aujourd'hui à 60 et ça continue. Les adhérents, les adhésions continuent d'arriver, même en prévision sur le second semestre. Donc finalement, on se rend compte qu'on a fait un choix qui est plutôt porteur de sens, qui recentre nos valeurs et qui répond aussi aux besoins et aux attentes des adhérents. Et ça nous conforte grandement dans cette idée-là.
Et est-ce que peut-être, William, tu peux nous dire juste un mot aujourd'hui, qu'est-ce que le DELA vous apportez en termes du coup d'action où vous nous êtes, ou après du coup l'accompagnement du DELA qui, si je ne me trompe pas, a eu lieu l'année dernière? Oui, absolument. Il a eu lieu en 2020. On a été accompagné par Réjeanne Sourisseau, qui est une formidable prestataire et conseillère. Et ce que l'on ressent maintenant, c'est qu'effectivement, notre positionnement commence à changer. Notre rayonnement auprès des structures en recherche de projets de mutualisation, mais également d'accompagnement en structuration, commence à porter ses fruits. Et le discours qu'on tenait jusqu'à présent a un petit peu changé auprès des partenaires institutionnels notamment, et on voit vraiment que les deux axes, c'est-à-dire la mutualisation et la structuration professionnelle, commencent à vraiment se dessiner dans la tête de nos partenaires. Et quand on vient présenter le réseau, notamment à des financeurs, le sens est beaucoup plus appuyé, en fait. Et en interne, les projets qui étaient des petits projets de structuration professionnelle ou d'échange de savoir et de savoir-faire, comme les apéritifs, comme les petits déjeuners, comme les ateliers de critique solidaire où les compagnies viennent présenter des dossiers de production, par exemple, et reçoivent une critique bienveillante de leur pairs, commence à se structurer, enfin, continue de se développer de façon beaucoup plus fréquente et de façon beaucoup plus étoffée et beaucoup plus structurée. Tout ça, c'est vraiment grâce au DLA. De même que la mise en place de journées professionnelles, la recherche de partenariats. Madame Lorca nous a quittés, mais on aurait pu en dire deux mots. On vient de signer une convention de partenariat avec la ville de Montreuil sur justement l'organisation de journées professionnelles trimestrielles thématiques qui sont donc co-organisées par Raviv et la ville de Montreuil au bénéfice des artistes de Seine-Saint-Denis et des adhérents réels ou potentiels du réseau. Donc là, à partir de tous les travaux de DLA qu'on a pu mener, on a vraiment eu la légitimité pour aller discuter auprès de nouveaux partenaires. Merci beaucoup. Je ne sais pas, Vincent, si tu souhaites ajouter encore quelques éléments. Sinon, on a quelques minutes pour poser quelques questions après la dernière intervention et on aura à nouveau un petit temps d'échange en fin de webinaire. Je vois Luc lever physiquement la main. Du coup, n'hésite pas, Luc, à ouvrir ton micro. Juste avant que tu poses ta question, Luc. En gros, c'est un peu ça le mot de la fin de cet accompagnement, et surtout de cette présentation, c'est que voilà, de la coopération, il y en a toujours eu à Raviv, mais en tout cas, il peut y avoir des dérives, et là, il y en a eu. Il y a eu des dérives à la fois dans ce qu'on en a fait de la mutualisation, comment la mutualisation s'est transformée en prestation de service, et aussi des dérives dans, en fait, on fait des choses super bien, mais c'est pas reconnu. Et au final, la coopération, c'est quand même... moi, je lisais ça de l'extérieur. Arcadie a fermé, alors c'était quand même une super structure. Du coup, c'est plus ou moins repris par la région, mais je n'avais pas l'impression d'avoir un gros impact. Il y avait une étude de la CRES qui a été faite sur les structures culturelles avec énormément de besoins, et c'est ce que faisait la compagnie de l'Astre, la Raviv. Et au final, voilà, c'est pas parce que c'est de la coopération où on se dit, tiens, on se rend des petits services comme ça. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'échange monétaire que ça ne se formalise pas et que ce n'est pas un besoin important. Et je laisse la parole à Luc. C'est juste deux remarques. En fait, sur Raviv, oui, je vais un peu dans ton sens, Vincent. Je trouve que ce qu'on voit le plus, en tout cas dans la coopération aussi entre les associations culturelles employeuses, c'est cette forme de réciprocité. Alors, c'est vrai qu'on insiste souvent sur le côté les ressources propres, marchandes, les subventions, la redistribution, etc.
Et donc, bon, dans la redistribution, il y aurait des choses à dire parce que c'est vrai qu'on peut, bien sûr, c'est toujours un peu le même credo, il n'y a plus d'argent, etc. Mais on peut réorganiser aussi les formes de redistribution aussi. Et on sait très bien que dans le secteur culturel, le plus gros des financements va à l'opéra, au lyrique et au patrimoine et aux institutions, et surtout parisiennes. Donc, même si, bien sûr, les collectivités locales aident ces associations culturelles, c'est quand même j'allais dire un truc aussi à penser sur cette question de réciprocité, parce que quelque chose comme Raviv, comme tu le rappelais, en fait, ça demande du temps déjà des uns et des autres, et qui ne soient même pas soutenus en termes d'un emploi pour organiser toute cette réciprocité, cette coopération. C'est voilà, c'est juste, on n'arrive pas à communiquer. Je ne vais pas dire c'est lamentable, mais je veux dire, on a quand même un rapport parfois aux collectivités locales où on a du mal à se faire entendre quand même sur ces questions-là, parce que si on veut favoriser ces formes de coopération, tout à l'heure, on a eu l'exemple autour de Pokémon, des choses comme ça, c'est qu'il faut quand même soutenir un tout petit peu au niveau de ces emplois qui permettent cette coopération et d'organiser cette réciprocité. C'est comme cette histoire de foncier, c'est sûr qu'elle favorise des comportements réciprocitaires parce qu'on est dans un même lieu, on partage ou sur un même territoire. Et ça, pour favoriser cette réciprocité, je pense que déjà de soutenir quand même un tout petit peu à l'emploi et à des exemples comme ça qui sont quand même, je veux dire, qui sont exemplaires, je trouve que voilà, on manque un petit peu. Et donc ça, la dernière partie de mon intervention, c'est vrai qu'on en avait discuté un petit peu, Cécilia, pour préparer ce webinaire avec la CRES. On sent qu'il y a une nécessité de représentation un peu de l'ESS et entre autres aussi sur la culture, même si on a toujours un petit peu du mal parce que je pense que dans la culture, on ne vient pas de ces formes traditionnelles de l'économie sociale en fait. Moi, historiquement si au 19e siècle, mais en tout cas pas au 21e siècle. On est toujours sans cesse renvoyé à des formes, les scopes, les SIC, etc. Et donc du coup, c'est vrai que la CRES pourrait être vraiment un bon endroit pour j'allais dire, aller plus loin sur ces formes de coopération et de soutien qui sont très, très fines, en fait. C'est comment, paf, on soutient une expérience ou un projet comme Raviv, hop, on voit tout ce que ça a, et parfois bien plus loin que quand c'est des grosses institutions. Donc, du coup, c'est vrai que il y a vraiment quelque chose à faire ensemble avec les collectivités locales, parce qu'on voit bien, c'est elles qui soutiennent le plus hein, ces expériences-là. Donc, voilà, je pense qu'il y a un truc quand même à faire de manière plus, j'allais dire, plus politique, en fait. Voilà. On en parlera avec M. Forti. Tu me rajoutes de travail, Luc, un gros. Non, mais... Ou disons à ton conseil d'administration qui peut-être voilà, pourrait, plutôt que de l'outillage, parfois on a besoin du poids politique. En fait. Non, mais c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé et effectivement, ce webinaire, ça peut être un premier pas justement pour aller un peu plus loin d'un de nos échanges et du coup d'un le lien aussi qu'on peut faire. Enfin, je te rejoins complètement. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions pour William. Oui, je vois Florian. Non, pardon, c'était pas une question, mais c'était pour prolonger le propos de Luc et refaire le lien avec ce que je disais aussi au début sur une première intervention sur des leviers possibles justement pour soutenir un peu dans la dentelle et dans la durée surtout comme tu le suggères Luc et voilà c'est ce qui remonte quand même de tous les diagnostics qu'on peut poser notamment à travers le DLA et nos réseaux qui sont impliqués dans l'accompagnement de ces projets de coopération, voilà, dont on a un petit aperçu dont on a un petit aperçu de la diversité et on voit qu'à chaque fois, effectivement, il y a besoin de ce travail très fin. Et je le disais, nous, dans nos réflexions et du coup, dans nos propositions
que l'on a pu faire avec les autres organisations de l'UFIS, que ce soit au moment du plan de relance ou plus récemment là, dans le cadre de la campagne électorale sur les régionales ou les départementales. On imaginait la possibilité d'un fonds qu'on appelait le fonds futur, mais voilà, qui peut être justement pensé, co-construit ensemble avec l'ensemble des partenaires et notamment les collectivités locales, hein, mais sur des modalités nouvelles et différentes pour aller soutenir dans la durée, justement, notamment sur l'emploi, sur tous ces axes qui sont vraiment structurants pour ces initiatives et sans normativité, sans recréer du silo, soit culturel, soit ou social, ou même de la normativité transsectorielle, hein, ce qui peut être aussi un risque voilà, de vouloir avoir les mêmes tiers-lieux partout, ou avoir les mêmes structures de mutualisation partout avec des modèles économiques un peu reproductibles, etc. Donc on a besoin de temps, on a besoin de ce minimum de moyens pour justement permettre d'essaimer et de développer toutes ces initiatives qui existent et qui existent depuis longtemps en plus pour beaucoup, quoi. Donc voilà, c'était pour enfoncer un petit peu le coin et pour dire qu'on a des propositions, qu'on a des leviers, y compris du côté de dispositifs d'action publique. Merci beaucoup. Je ne sais pas si du coup il y a d'autres questions ou d'autres interventions avant que je passe du coup la parole à Cédric pour doucement aller vers la fin de ce webinaire. Sinon, Cédric, je te laisse. Oui, William. Non, pardon. Ah, pardon. Excuse-moi. Du coup, Cédric et Lucas, je vous laisse la parole pour la dernière intervention avant d'avoir un dernier temps d'échange et des questions. Oui, bonjour à toutes et à toutes. Du coup, voilà, on va vous présenter donc, avec Lucas rapidement. Donc là, on est plus sur un outil à destination des structures du spectacle vivant, des structures ESS et TPE-PME du spectacle vivant en Île-de-France. Donc, je vais faire la première partie de présentation. Donc, rapidement, donc, je suis chargé de mission développement d'affaires à la CRES Île-de-France. Donc, nos missions sont de trouver des opportunités de développement économique pour les structures de l'ESS en Île-de-France. Et dans ce cadre, en fait, on organise en partenariat avec la Caisse d'épargne de France des hackathons pour favoriser la coopération économique dans le cadre des marchés des Jeux Olympiques 2024, avec différents partenaires, notamment ESS 2024, France Active et la MAX, qui est la mission d'appui au développement des clauses sociales, portée par le GIP Maximilien. Alors, donc, rapidement, le cadre des marchés des Jeux, des Jeux 2024, donc il y a, comme vous devez le savoir, des Jeux qui se préparent à Paris dans 3 ans. Donc il y a énormément de familles d'achat, ça va mobiliser beaucoup de marchés et beaucoup d'entreprises, que ce soit d'Île-de-France ou de toute la France. Donc voilà, nous, on soutient la démarche qui est faite par les Jeux Olympiques de favoriser une partie des marchés pour les structures de l'insertion, donc 10% des heures qui seront réservées à l'insertion, des heures de travail, et 25% du montant des marchés de construction des Jeux Olympiques fléchés vers les TPE-PME et structures de l'ESS. Dans ce cadre, dans ce contexte, on va organiser 2 événements qui auront lieu en octobre. Donc un le 7 octobre sur la filière spectacle vivant qui aura lieu au siège de la Caisse d'épargne de France à Paris, et un autre qui aura lieu le 18 octobre aux Archives nationales à Pierrefitte, donc là sur une autre filière qui est l'accueil du public, dont j'en dirai un petit mot aussi après. Alors l'objectif de ces événements, c'est de favoriser l'émergence de consortiums ou de groupements de structures ESS et TPE-PME pour les marchés des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, donc dans les filières spectacle vivant et accueil du public. Donc le format hackathon, donc rapidement, ce sera donc 20 groupes
de 5 participants, donc 100 participants en tout par événement, qui vont passer la journée ensemble et qui vont se préparer à répondre à un marché en groupement à partir d'un marché fictif que l'on a travaillé en amont avec nos partenaires, notamment du GIP Maximilien, qui aura en fait, qui ressemblera à un marché qui tombera réellement ensuite dans les prochaines années dans le cadre des marchés des Jeux Olympiques 2024. Donc, suite à ces 2 hackathons, il y aura un groupement qui aura été, on va dire, élu comme le plus structuré ou le plus développé, qui aura une récompense, et celle-ci sera d'être accompagné par le DLA, donc le dispositif d'accompagnement local, pour un accompagnement encore plus poussé à la coopération et à la réponse à un marché public. Donc, durant cette journée, il y aura des conférences, des ateliers, donc des ateliers plutôt théoriques et des ateliers pratiques, voilà, en groupe, donc avec des travaux collectifs sur les marchés fictifs notamment. Donc, l'idée, c'est vraiment, pour les structures notamment qui pourraient être intéressées donc, dans vos réseaux, dans le milieu du spectacle vivant, l'idée, c'est vraiment de se former ou en tout cas d'être sensibilisé pendant une journée à la réponse à des marchés publics en groupement. Vraiment, et on va mettre en place tous les éléments pour avoir à la fin de cette journée voilà, un minimum de connaissances et de compétences pour cela. Donc, les cibles de ces événements sont des structures de l'ESS de ces 2 filières d'Île-de-France et les TPE-PME de ces 2 filières d'Île-de-France. Donc, ce sera aussi des groupements qui pourront être hybrides, comme vous pouvez le voir, c'est-à-dire à la fois des structures de l'ESS, mais aussi des TPE-PME. Donc, voilà, l'idée, c'est d'aller aussi au-delà uniquement du secteur de l'ESS pour peut-être favoriser d'autres partenariats pour accéder à d'autres marchés. Les enjeux pour les participants, donc monter en compétence sur la réponse au marché en groupement, faire du réseau également, car il y aura une centaine de participants du spectacle vivant, et participer activement donc pour remporter aussi l'accompagnement DLA pour aller plus loin dans ses compétences. Donc voilà, alors sur la filière spectacle vivant, donc, il y a alors une étude qui avait montré qu'il y aurait 7400 ETP qui pourront être mobilisés dans le cadre de ces marchés, ce qui n'est pas rien, ce qui fait quand même un contexte intéressant pour un développement aussi économique des structures de l'ESS du milieu culturel. Les marchés ciblés, alors comme je le disais tout à l'heure, juste pour être clair, c'est qu'en fait, voilà, on va travailler sur des marchés fictifs et en fait, on travaille en fait sur des marchés qui sont déjà, qui ont déjà été passés il y a quelques années dans d'autres événements. Et là, on va partir sur l'organisation d'événements dans le cadre des Olympiades culturelles. Alors, je vais vous expliquer un peu plus en détail ce que c'est, mais en tout cas, ça mobilisera des métiers à la fois techniques, des métiers artistiques et des métiers administratifs. Donc, les Olympiades culturelles, en fait, ce sont pendant les 3 prochaines années, il y aura différents événements qui seront organisés pour en fait préparer les Jeux Olympiques 2024. Donc, l'idée, c'est de valoriser la création et aussi le patrimoine. Donc, en fait, c'est vraiment montrer Paris, Saint-Denis, et la France aussi en général, valoriser à travers notamment différentes disciplines artistiques. Cette programmation, comme vous le voyez, sera suivie du Festival olympique qui se tiendra dans les territoires qui accueilleront les compétitions pendant les JO 2024. Et il y aura bien sûr, après, en 2024, la cérémonie d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques, qui devrait se tenir d'ailleurs sur les Champs-Élysées si tout se passe comme prévu. Donc, l'autre filière, l'autre événement dont je vous parlais tout à l'heure, ce sera donc sur l'accueil du public. Alors là, pour cette filière-là, on est plutôt parti sur un marché qui est l'organisation et l'aménagement d'une fan zone, donc ce qui concerne un peu moins les métiers du spectacle vivant, mais il y aura des métiers mobilisés peut-être pour tout ce qui est scénographie et mise en place de la scène. Il y aura peut-être des temps d'animation aussi sur la fan zone
C'est pour ça que je voulais quand même vous en dire un petit mot. Et il y a aussi, on est dans l'événementiel et cette thématique rejoint notamment l'autre webinaire. Je fais un petit clin d'œil déjà pour Cécilia. L'autre webinaire qui aura lieu sur l'organisation d'un spectacle, enfin d'un événement éco-responsable. Voilà. Donc voilà. Je laisse la parole à Lucas pour continuer cette présentation. Ouais, du coup, je vais vous présenter comment va se dérouler l'événement et comment il a été pensé. Donc, on attend une centaine de participants et chacun de ces participants ensuite sera réparti dans 20 groupes, donc des groupes de 5. C'est possible aussi de vous inscrire à plusieurs participants par structure si vous le souhaitez et d'être répartis dans des groupes différents pour avoir des consortiums différents ou au contraire arriver en force dans un groupe. Donc ensuite, ces groupes de 5 sont censés représenter les différents métiers du marché pour en fait avoir des groupements équilibrés et complémentaires. Et également complémentaires en termes de structure ESS et TPE-PME, où l'idée c'est d'avoir 50-50 dans chaque groupe. Si tu veux passer, s'il te plaît, Cédric, la slide. Donc ensuite, ça c'est le cœur de l'événement pour monter en compétence d'une part sur la coopération et d'autre part en fait sur la réponse à des marchés. Donc l'événement a été pensé avec différents ateliers, des ateliers plus théoriques et des ateliers pratiques de réponse au marché et de travaux pratiques pour justement assimiler les connaissances acquises. Donc on commence par en fait la réponse à un marché en groupement avec les intervenants du coup pressentis qui sont à la droite. Donc en fait sur comment répondre à un groupement, comment l'aspect très juridique et technique de cet aspect-là, un temps plus pratique d'interconnaissance et d'intelligence collective, notamment en fait pour l'animation du groupement et sur les points notamment que Gaël avait évoqués en début qui sont primordiaux. Et l'après-midi, du coup, un point plus spécifique sur la sous-traitance, la co-traitance et les partenariats et les clauses ESS. Notamment, l'idée, donc, c'est d'avoir une vision sur ces points spécifiques, parfois méconnus, que ce soit des fois des structures ESS, des acteurs publics, et y compris aussi des structures TPE, PME, et d'où les points sous-traitance, co-traitance. Comment, en fait, parfois, si même on n'est pas en capacité de répondre au marché en lui-même, répondre en fait en sous-traitance ou en co-traitance avec des acteurs de plus grande ampleur capables, eux, d'atteindre ces marchés généralement. Un atelier enjeu de la filière et retour d'expérience, donc qui différera d'un événement à l'autre. Et enfin, un atelier pratique, en fait, qui sera de la réponse au marché et la rédaction du livrable pour justement, en fait, qu'on puisse avoir, nous, une évaluation des groupements les plus matures. Si tu peux passer, du coup, la slide. Et donc là, ça a déjà été évoqué plusieurs fois, que ce soit par Cédric ou vous avez aussi eu un retour d'expérience sur le DLA. Donc, je ne vais pas forcément beaucoup revenir dessus. Juste 2 points spécifiques propres à cet événement. Le premier, c'est que exceptionnellement, le DLA n'accompagne pas du coup une structure en elle-même, mais un groupement de structures. Donc, il y a un travail spécifique qui est fait dans ce sens-là pour favoriser la coopération. Et l'autre point spécifique, c'est que le timing de l'événement et de l'accompagnement ont été pensés en fait pour que l'accompagnement prenne fin pour la sortie des marchés qui sont attendus pour mars-avril. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de lancer une dynamique de coopération et d'accompagner, de monter en compétence, d'une part sur la coopération et d'autre part sur la réponse au marché. Et donc, merci pour votre attention. Et j'en profite juste pour un petit point. Si jamais vous avez également des retours d'expérience, que ce soit en fait sur la réponse à des marchés en groupement ou même la réponse à des marchés spécifiques, n'hésitez pas à nous en faire part. Ça peut être un premier sujet d'échange pour la fin du webinaire. Merci. Merci beaucoup à Cédric et Lucas. On a encore une dizaine de minutes qu'on avait réservé du coup éventuellement à les questions qui sont, auxquelles vous avez pu penser pendant le webinaire pour nos intervenants et intervenantes ou sur la CRES aussi en général. Qu'on avait vu, on avait prévu voilà, une dizaine de minutes à peu près avant de vous quitter pour le déjeuner. Du coup, si vous souhaitez directement ouvrir votre micro pour compléter ou échanger entre nous, c'est tout à fait l'occasion. Sinon, moi, j'ai tiens vraiment à remercier tous les intervenants et les intervenantes pour avoir pris le temps de se mobiliser sur ce webinaire avec des emplois de temps, avec la reprise très chargée. Du coup, ça, effectivement, je tenais à le faire. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres remarques ou d'autres témoignages que vous souhaitez partager. Non, il n'y a pas d'autres questions.
S'il n'y a pas d'autres questions, alors j'y dirais peut-être un petit mot de conclusion et aussi de prochaines étapes. Effectivement, nous, on va bien sûr vous envoyer toutes les ressources qui ont été utilisées ces matins. Et aussi, on va rédiger une petite fiche récapitulative avec les éléments principaux qui ont été évoqués par les différents intervenants et intervenantes. Il y aura aussi bientôt une communication plus spécifique sur les événements que Cédric nous a présentés avec la possibilité déjà de commencer à s'inscrire. Et nous, effectivement, si vous êtes intéressés, on fera un autre webinaire sur la coopération, cette fois-ci sur la filière de l'organisation d'événements éco-responsables. Voilà. On a encore quelques minutes si quelqu'un souhaite prendre la parole. Sinon, on a tous et toutes faim. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de clôturer cette matinée. N'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a bien sûr de questions. Encore un grand merci pour votre participation, pour la mobilisation sur ce webinaire de 2 heures. Et moi, je me tiens bien sûr à votre disposition. Je vous souhaite une très bonne journée et du coup, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir. À bientôt. Au revoir, bonne journée. Merci, au revoir. Merci.